Comment se déroule une procédure civile en Belgique? Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu vas tout comprendre. Bonjour, si tu te trouves confronté à une procédure judiciaire, que ce soit pour un litige commercial, un problème avec un associé ou tout autre différent pour toi personnellement ou pour ton entreprise, je sais que cela peut être très stressant et déroutant lorsque l'on n'a jamais vécu cela, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer chaque étape de manière simple et claire dans cette vidéo. Je m'appelle Alexiane Wins et je suis la fondatrice du cabinet Alui, Always a Lawyer with You, toujours un avocat à tes côtés. J'ai réalisé cette vidéo car je dois systématiquement expliquer ces étapes à chacun de mes clients qui sont confrontés pour la première fois de leur vie à une procédure et à qui cela semble très mystérieux et plein de jargon. Et c'est tout à fait normal quand on n'y connaît rien. On va voir ensemble les 6 grandes étapes de base de la procédure civile. C'est très rare qu'une procédure s'écarte de ces étapes incontournables et c'est important de le savoir avant de démarrer une procédure car ça va t'aider à te repérer dans les étapes. En fin de vidéo, je t'expliquerai aussi comment ça se passe en degré d'appel. Allez, c'est parti. Avant toute chose, il faut un acte introductif d'instance et une mise au rôle du dossier. Tout commence par cet acte introductif. C'est le document par lequel le demandeur, c'est-à-dire la personne qui intente l'action, saisit le tribunal. Le défendeur, quant à lui, est la personne contre qui l'action est intentée. Cet acte introductif peut prendre plusieurs formes. La citation est la plus courante, surtout devant le tribunal de l'entreprise. Dans le cas d'une citation, l'avocat rédige un projet et puis l'adresse à l'huissier de justice. L'huissier signifie la citation au défendeur. Dans le cas d'une requête, l'avocat ou les avocats se chargent de la rédiger, de la déposer au greffe du tribunal pour la mise au rôle et de notifier l'autre partie. Il est crucial de noter la date de l'acte introductif d'instance car cela va avoir des conséquences sur la suite du déroulement du dossier. Elle a notamment un impact sur les délais de prescription. Après la rédaction de cet acte introductif, l'acte doit donc être déposé au greffe du tribunal compétent. Cette étape s'appelle la mise au rôle. À partir de là, le dossier est officiellement introduit devant le tribunal et une date d'audience va être fixée. Alors, la prochaine étape, c'est la plaidoirie. Ah non, pas si vite que ça. Qui dit audience ne dit pas nécessairement plaidoirie. La première audience est appelée l'audience d'introduction. C'est à cette audience que le dossier est introduit. En fait, c'est principalement une audience où on va organiser le déroulement du dossier et non pas plaider l'affaire sur le fond. Le dossier n'est vraiment pas plaidé à ce stade, c'est très rare que ce le soit. En fait, souvent, les parties ne doivent même pas se déplacer au tribunal pour cette audience. Lors de cette audience, il peut se passer différentes choses. Par exemple, le tribunal peut accepter le calendrier d'échange de conclusion des parties. Les quoi? Les conclusions. Ne t'inquiète pas, on verra à l'étape suivante de quoi il s'agit. Donc le tribunal peut fixer un calendrier, il peut aussi fixer lui-même le calendrier si les parties ne sont pas d'accord et l'affaire peut être aussi remise à une audience ultérieure pour différentes raisons. On peut aussi demander au tribunal de renvoyer le dossier devant une chambre de règlement amiable. Et comme je le disais, dans de rares cas, pour les dossiers vraiment très simples, le tribunal peut, à la demande des parties, entendre les parties lors de débats succincts. C'est seulement dans ce cas-ci que le dossier est plaidé, mais très brièvement lors de l'audience d'introduction. On en vient maintenant à ces fameuses conclusions. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se passe concrètement? En fait, avant l'audience de plaidoirie, les parties échangent des conclusions. Ces conclusions sont extrêmement importantes car ce sont des documents dont le tribunal doit tenir compte pour rendre son jugement. Elles sont bien plus déterminantes que la plaidoirie car elles contiennent tous les arguments et preuves que le tribunal va examiner. En fait, les conclusions, c'est donc un document écrit que va rédiger l'avocat et dans les conclusions, on va développer la version des faits de notre client. On va aussi faire des demandes au tribunal de ce qu'on attend qu'il fasse vis-à-vis de l'autre partie et on va
pour ça, essayer de le convaincre par l'application des principes de droit qui sont en jeu ici dans le cadre du dossier. On va aussi étayer nos arguments par les pièces du dossier auxquelles on va faire référence dans les conclusions. Alors, en fait, parce que chaque partie va développer son argumentaire et l'autre partie va pouvoir y répondre. Un peu comme une partie de ping-pong d'arguments, si tu veux. En fait, l'échange commence avec le demandeur qui a mis ses premiers arguments dans l'acte introductif d'instance. Et donc, le défendeur va pouvoir y répondre par ses premières conclusions. En pratique, on peut avoir des échanges de conclusions en 3 échanges ou en 5 échanges. Ça veut dire que donc il y a d'abord la citation initiale et puis donc qui est faite par la partie demanderesse, par le demandeur. À cette citation, eh bien, le défendeur va y répondre par ses premières conclusions, les conclusions principales. Ensuite, le demandeur va y répondre par ses conclusions principales également. Et puis, le défendeur, qui a toujours le dernier mot, va y répondre par ses conclusions additionnelles et de synthèse. Et l'échange est terminé. Quand on est dans un calendrier d'échange de conclusions en 5 échanges, eh bien, on a donc d'abord le demandeur qui a la citation. Le défendeur va y répondre par ses conclusions principales, auxquelles le demandeur va répondre par des conclusions principales. Le défendeur va faire des conclusions additionnelles. Le demandeur y répondra par ses conclusions additionnelles et de synthèse. Et enfin, dernier échange, le défendeur, avec son dernier mot, va rédiger des conclusions de synthèse. Quand les échanges de conclusions sont terminés, on dit que le dossier est en état. Eh bien, en état d'être plaidé, bien sûr. Et c'est le grand jour. Les avocats des 2 parties présentent leurs arguments devant le juge. Cette étape peut se dérouler généralement de 2 façons différentes. Soit le tribunal va laisser chaque avocat plaider l'un après l'autre. C'est toujours l'avocat du demandeur qui commence à plaider et ensuite l'avocat du défendeur répond à la plaidoirie de son confrère, ou alors le tribunal peut aussi décider de faire intervenir les parties sous forme de débat interactif. Ça veut dire que le juge a déjà pris connaissance du dossier, des conclusions de chacune des parties et il va vouloir poser des questions à chaque avocat sur tel et tel point du dossier et va vouloir que les avocats interagissent en répondant chaque fois aux questions du tribunal. Ça permet bien souvent aussi d'aller droit au but, à l'essentiel du dossier et de plaider sur les points pour lesquels le tribunal veut vraiment entendre les parties et que les avocats argumentent sur des points bien précis. Alors, il est aussi important de noter qu'en matière civile, les parties ne sont pas toujours obligées de comparaître à l'audience de plaidoirie, sauf si le tribunal le demande expressément. Mais cependant, dans les affaires commerciales, cette exigence est vraiment très rare, sauf dans des situations particulières comme par exemple des cas de faillite ou de réorganisation judiciaire, mais c'est vraiment rare. Autre petite précision ici, dans cette vidéo, on a vu les étapes incontournable. Dans la pratique, il y a d'autres étapes qui peuvent venir s'ajouter dans le déroulement de la procédure. Et bien évidemment, ces étapes additionnelles peuvent rallonger le traitement du dossier et présenter aussi un coût supplémentaire. Par exemple, une expertise, un renvoi en médiation ordonné par le tribunal, la convocation de témoins, etc. Mais ce n'est pas systématique et donc je n'aborde pas ces petits ajouts à la procédure dans cette vidéo-ci. Il est également important de savoir que certains dossiers peuvent impliquer plus que 2 parties. Dans cette vidéo, j'ai simplement pris 2 parties pour des raisons de clarté et de facilité de l'exposé, mais dans la pratique, ça peut être plus complexe et ça va dépendre de chaque affaire. Bon, ok. Et maintenant que le dossier est plaidé, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien,
À l'issue de l'audience, le tribunal clôt les débats et prend l'affaire en délibéré. Cela veut dire que le juge ou les juges, s'il y en a plusieurs, vont prendre le temps de réfléchir aux arguments et aux preuves de chaque partie. Cette période s'appelle le délibéré. En fonction de la complexité de l'affaire, cela peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Et parfois, il arrive que le tribunal ait des questions additionnelles à poser aux parties et ou voilà que le juge s'aperçoive qu'il manque des pièces essentielles à l'examen du dossier et alors il peut décider de réouvrir les débats. Il va demander aux parties de conclure sur certains points bien précis. Il va reconvoquer les parties pour une deuxième plaidoirie sur ces petits points précis exactement et puis il va reprendre l'affaire en délibéré. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la réouverture des débats, mais ça n'arrive pas tout le temps, c'est aussi assez rare. Après la période du délibéré, on a donc le prononcé du jugement. En fait, le juge rend sa décision par écrit en motivant son choix. Les parties reçoivent une copie de ce jugement et si l'une des parties n'est pas satisfaite du résultat, elle peut faire appel et pour ça, il y a des délais bien déterminés. Je rentre pas non plus dans ces détails dans cette vidéo. Par contre, pour la procédure en appel, le déroulement sera à peu près identique à celui de la procédure en première instance que nous venons d'explorer ensemble. Donc, toutes les étapes que nous avons vues vont de nouveau avoir lieu en degré d'appel. On a terminé d'explorer ensemble les grandes étapes de la procédure civile en Belgique. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu te sens mieux armé pour comprendre ce processus parfois complexe. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à mes vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis, dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai en détail les coûts liés à ce type de procédure pour chacune des parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je te partage plein de trucs et astuces pour guider ton entreprise dans le milieu juridique en Belgique et en Europe, principalement pour ton activité sur le web, mais pas que. Je t'invite donc à aller explorer tout ça. En attendant, moi je retourne à mes dossiers et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!